Bonjour, aujourd'hui on va donc attaquer le cours sur le système nerveux. Alors le système nerveux, bien sûr, a une unité, une cellule nerveuse qui s'appelle le neurone. Donc le neurone, on en a à peu près 100 milliards, ce qui commence à faire pas mal. Et c'est le nom donc d'une cellule spécialisée qui peut avoir un grand prolongement, de quelques millimètres à plusieurs mètres, qu'on appellera l'axone, et qui est absolument différente au niveau de sa membrane plasmique, donc cytoplasmique, qui n'a pas du tout le même rôle que toutes les autres cellules. C'est vraiment une cellule à part. Alors, au début, donc, on va commencer à regarder les légendes d'un neurone et on va se servir d'un motoneurone. Pourquoi? Parce que le motoneurone a quelque chose de plus que les neurones classiques. Il a ce que l'on appelle une gaine de myéline, que vous voyez ici en jaune, qui sont fabriquées par les cellules de Schwann, avec le petit noyau en rouge, et qui protège, entre guillemets, l'axone. On fait une sorte de gros petit boudin lipidique, mais pas partout, puisqu'à chaque fois il y a un espace que l'on appelle l'étranglement de Ranvier, où on voit réapparaître l'axone à ces endroits-là. Donc, cet axone qui part ici du cône d'implantation jusqu'à l'arborisation terminale où il y a les boutons synaptiques, est donc souvent, pour des grandes distances, le long du bras, le long de la jambe, recouverte de cette fameuse gaine de myéline, et on verra après pourquoi. Après, sinon, on a le soma, qu'on appelle aussi corps cellulaire ou péricaryon, et on a des filaments qui partent du soma et qu'on appelle des dendriteux, attention, et au bout, aux extrémités, bien sûr, des synapses. Alors, bien sûr, ces neurones baignent dans un tissu qu'on appelle la névroglie, qui sont là justement pour donner de l'alimentation, apporter des sucres, des lipides et autres, et bien sûr de l'oxygène. Alors, cet axone, quand il y en a plusieurs au même endroit, ça fait un peu comme un câble électrique, eh bien on appelle ça un nerf. Voilà, quand un nerf, si vous le disséquez, vous allez avoir beaucoup d'axones à l'intérieur. Alors après, cette membrane, donc je vous le mets ici, a la particularité de n'être pas égale en concentration d'ions de part et d'autre de la membrane, comme on l'a vu dans le chapitre 1. On a vu qu'il y avait il y avait la loi de l'osmose, que les cellules n'aimaient pas justement avoir des différences de concentration à l'extérieur et ou à l'intérieur de la cellule. Or là, c'est tout le contraire. La cellule nerveuse, elle est à moins 70 millivolts quand on la branche tout simplement à ce niveau-là. Donc ça veut dire que les ions ne sont pas répartis de façon égale de part et d'autre, et c'est justement ça qui permet au message d'aller beaucoup plus vite. Parce que je vous rappelle, c'est quand même le système nerveux. Alors, les mécanismes de la transmission. Alors le neurone, on peut le voir d'un côté chimique et d'un côté électrique. Le côté chimique, il est assez connu pour vous, c'est-à-dire qu'il y a un noyau, un cytoplasme, il y a des mitochondries, voilà, donc il y a tout un système de fabrication à cet endroit-là de ce que l'on va appeler une protéine, enfin des protéines différentes qu'on va appeler des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs ou même neurosécrétions. Bon, en général, neuromédiateurs ou neurotransmetteurs, ce sont les plus courants. Après, bien sûr, le système nerveux est capable de fabriquer des neurohormones qu'on a vues dans d'autres chapitres. Mais là, dans ce chapitre-là, on n'en parlera pas. Vous vous rappelez, c'est l'hypothalamus qui est justement le seul à fabriquer des neurohormones. Bon, là, c'est hors propos dans ce chapitre-là. Donc nous, on va s'intéresser uniquement aux neurotransmetteurs. Ça, c'est le côté chimique, c'est-à-dire le côté de fabrication de protéines. Mais on va savoir comment elles vont être véhiculées et à quoi elles vont servir grâce aux neurones que l'on va voir du côté électrique. Alors du côté électrique, eh bien, il y a tout simplement un système nerveux dont on a étudié la vitesse il y a très longtemps, en 1850 à peu près, et on s'est rendu compte qu'il pouvait aller de 1 mètre seconde à 100
mètres secondes. Donc c'est très 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 rapide. Vous pouvez faire des électroencéphalogrammes, le fameux ECG que vous entendez tout le temps dans les feuilletons dans les hôpitaux. Faites un ECG. Donc c'est un enregistrement tout simplement électrique pour voir si justement les influx nerveux sont toujours là et si la personne est toujours vivante. Donc le neurone devient actif quand un influx nerveux, donc un influx électrique, s'y propage. On dit que c'est le siège d'un potentiel d'action que vous avez le droit d'écrire PA en majuscule. Et ce potentiel d'action, il aura toujours une amplitude de 100 millivolts et il durera toujours 3 millièmes de seconde. C'est pour ça que je l'ai encadré. C'est vraiment la propriété, enfin la caractéristique de ce potentiel d'action. Alors bien sûr, comme toute chose électrique, on peut l'enregistrer au niveau d'un appareil et voir tout simplement une courbe apparaître quand on plante des électrodes dans l'axone. Alors je vous montrerai sur une autre vidéo un petit logiciel justement dessus qui vous expliquera bien comment ça fonctionne. Alors ce potentiel d'action, il a 4 propriétés. Il a ce qu'on appelle un seuil de déclenchement, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait au moins 30 millivolts dans le soma, et on verra comment on peut le calculer un tout petit peu plus tard dans le cours, moins 30 millivolts pour que le potentiel d'action se déclenche dans la zone gâchette, ou ce qu'on appelle aussi le cône d'implantation. Une fois que ce seuil de déclenchement est atteint, il s'en va donc du cône pour aller jusqu'au synapse. Là, son amplitude est toujours de 100 millivolts. C'est ce que l'on appelle la loi du tout ou rien, c'est-à-dire où on voit la courbe en entier, ou on ne la voit pas. On ne peut pas voir une moitié, un quart de cette courbe, on est obligé de la voir en entier. Et la troisième propriété du potentiel d'action, c'est une période réfractaire. C'est-à-dire pendant un moment, ces fameux 3 millièmes de seconde, eh bien vous ne pouvez pas relancer la machine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remettre un potentiel d'action. Il lui faut le temps que les électrons rentrent et sortent. Donc, et du coup, il y a une sorte de protection et l'influx nerveux ne peut pas repartir en arrière. On appelle ça la période réfractaire. Et la dernière, eh bien c'est donc la plus importante, c'est que le PA avance toujours dans le même sens, il ne peut pas reculer, on appelle ça la conduction du potentiel d'action. Donc grâce entre autres à cette fameuse période réfractaire qui l'empêche de reculer. Donc voilà les 4 propriétés, on va le voir en regardant bien sûr la courbe. Alors je vous ai remis entre parenthèses, entre encadré ici la définition de l'influx nerveux. Donc l'influx nerveux, c'est donc une impulsion qui dure 3 millièmes de seconde avec 100 millivolts d'amplitude et elle se propage le long de l'axone et c'est un potentiel d'action. Que vous dites potentiel d'action ou influx nerveux, en gros c'est la même chose. Mais si on vous dit expliquer l'influx nerveux, vous allez parler du potentiel d'action et si on vous demande de parler du potentiel d'action, vous allez bien sûr dire que c'est un influx nerveux. Alors cette fameuse courbe, vous l'avez donc en 4 phases qu'il faut apprendre parce qu'il y a des sujets qui sont tombés où il fallait que vous mettiez les légendes tout simplement. Alors la première phase ici est une phase de repos, donc de là à là. Alors ce petit artefact, on appelle ça, c'est le moment où on rentre l'électrode artificiellement, bien sûr, pour provoquer ce potentiel d'action. Donc on n'en tient pas compte. Donc le potentiel d'action, il est bien à moins 70, d'accord. Ensuite, il va y avoir une dépolarisation. Donc ça monte à plus 30, alors ça peut monter suivant les livres ou même certains sujets à 40, bon c'est pas grave si c'est à 40, vous dites à 40, en général sur la majorité des livres c'est à plus 30. Donc une dépolarisation on monte et une repolarisation on revient à moins 70 mais avec un léger retard qu'on appelle une hyperpolarisation, c'est-à-dire que les ions sortent un petit peu trop, rentrent un petit peu trop, dans l'axone et du coup il y a un peu trop de charge négative mais après ça revient à la normale et ça revient ici comme vous le voyez à droite un potentiel de repos tout à fait normal. Voilà, donc les mots que vous devez retenir, phase de repos, phase de dépolarisation, phase de repolarisation et phase d'hyperpolarisation. Vous devez être capable de dessiner aussi ce schéma, on ne sait jamais. Donc attention aux 3 millièmes de seconde ici, attention aux moins 70, 0 et plus 30 dans les millivolts de l'ordonnée. D'accord? Alors,
à quelle vitesse peut aller donc le message axonal. On a vu qu'il pouvait aller donc assez vite, hein. C'est grâce à la gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, alors, n'existe pas sur tous les neurones et tous les axones, donc, hein, attention. Donc, on a donc les cellules de Schwann, qui sont des cellules qui fabriquent à base de lipides qui sont apportés par le sang, cette gaine qui va donc isoler. Et si vous regardez des petites vidéos, je vous les ai montrées, eh bien, au lieu ici d'avancer, de faire tout le long, eh bien là, il va sauter de nœud en nœud et va donc aller beaucoup plus vite. On appelle ça la conduction saltatoire. Et là, je vous conseille fortement d'aller voir des petites vidéos pour vraiment bien le visualiser. C'est fait exprès, c'est pour aller plus vite, parce qu'il y a des animaux qui sont plus grands que nous, hein, en prenant un éléphant. Voilà, un éléphant déjà c'est assez gros, eh bien il y a du temps, hein, pour arriver aux pattes, arriver à la patte arrière, beaucoup plus que nous, et heureusement que les gaines sont myélinisées, parce que sinon, y compris un dinosaure, hein, aussi, hein. Donc il faut vraiment, la nature a donc trouvé ce système pour aller beaucoup plus vite quand il fallait le faire le long d'organes trop grands. Donc ces axones qui ont des gaines de myéline sont appelés les motoneurones. Voilà, ils sont très spécialisés, et on le verra dans le cours, servent à la contraction musculaire, ou la décontraction d'ailleurs, hein, tout dépend ce que l'on veut faire. Alors, on va attaquer le vif du sujet en parlant de la transmission du message nerveux d'un neurone à une autre cellule. Alors, il y a deux possibilités, soit c'est une synapse neuronale et une autre synapse neuromusculaire. On va commencer par la neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire neuronale? C'est tout simplement qu'un neurone communique avec un autre neurone. Voilà. Et le phénomène qui va se faire au niveau du bouton synaptique s'appelle l'électrosécrétion. Voilà un mot-clé que l'on vous demandera sûrement de dire, hein. Donc il faut penser à ça. Comment transmettre le message? Eh bien, on le transmet par l'électrosécrétion. Pourquoi? Il y a deux mots dans électrosécrétion. Électro, donc le côté électrique, et sécrétion, le côté chimique. Donc on revient à l'anatomie de départ. Donc on a besoin d'électricité, entre guillemets, on a besoin de l'arrivée ici en 1 de l'axone pour qu'il y ait ici une sécrétion au numéro 3. Voilà. Donc le message nerveux arrive, il enclenche l'ouverture des fameux canaux voltage dépendants, les CVD à calcium. Le calcium rentre, le calcium qui était tranquillement dans l'espace, dans la fente synaptique, hein, donc, et va donc rentrer et va donc déclencher l'approche des vésicules golgiennes remplies de neurotransmetteurs au bord de la membrane donc présynaptique. Cette membrane présynaptique va donc fusionner avec la membrane des vésicules golgiennes pour libérer les petits points que vous voyez, les neurotransmetteurs donc dans la fente synaptique ou l'espace synaptique, parfois on l'appelle. Et une fois qu'ils sont là, eh bien, ils vont venir se fixer, hein, voilà, se fixer sur ces récepteurs qui sont sur la membrane postsynaptique que l'on appelle des chimiorécepteurs ou chémorécepteurs. Suivant les vidéos que vous regarderez sur YouTube, vous verrez, le nom change de temps en temps. Mais en fin de compte, ce sont des gros canaux protéiques qui sont sur la membrane cytoplasmique, donc de l'autre neurone, généralement au niveau de la dendrite. Donc là, c'est un peu agrandi, hein, c'est vrai qu'ils l'ont fait un peu gros, mais donc ces chimiorécepteurs vont s'ouvrir grâce à l'arrivée des neuromédiateurs qui vont donc se fixer et vont permettre le passage d'autres ions, le sodium, le chlore et le potassium. Alors bien sûr c'est 2 des 3, hein, c'est jamais les 3 en même temps, qui vont donc passer par le petit canal pour aller former des PPS. Alors PPS, ce sont les potentiels postsynaptiques que l'on verra un petit peu plus loin. Il y a 2 catégories, suivant les ions bien sûr qui vont rentrer. Et que va faire le neuromédiateur qui est toujours donc dans la fente synaptique? Eh bien, il va être
soit dégradé par des enzymes qui se trouvent aussi dans la fente, et donc va être dégradé, recyclé, soit il va être recapturé, là on ne le voit pas sur le schéma, mais il peut être recapturé, c'est-à-dire une endocytose, et puis un renvoi au soma pour être de nouveau réutilisé, recyclé, mais cette fois-ci dans la cellule. Voilà, donc il y a deux possibilités, soit la dégradation sur place par des enzymes, soit la recapture par endocytose que je vous explique ici à la fin du cours.